bien savoir qui tu es et puis qu'est-ce que tu as fait avant cette aventure extraordinaire que tu as réalisée d'Afrique au Brésil. Qu'est-ce que tu as fait auparavant? Bon, je suis économiste, hein, c'est une profession de grande aventure dans un pays comme le Brésil. Mais j'ai beaucoup de temps vécu à Paraty, c'est un petit village près de Rio. Et on a une ferme là-bas, c'est une ferme au bord de la mer. Et dès que j'étais petit, on a toujours eu un contact très intime avec les bateaux de pêche. Et j'avais 10 ans quand je suis tombé amoureux d'une petite pirogue. Et je commençais une étude des pirogues très très intéressante. La façon de construction primitive de ces pirogues, de ces bateaux de pêche. Et aujourd'hui, j'ai une collection de bateaux en bois. Et c'est une chose que j'aime beaucoup. Dans le Brésil, c'est très riche ça. Et personne ne connaît c'est un patrimoine culturel très important. Et c'est à cause de ça que j'ai toujours eu ce contact avec la mer. Et Paraty, c'est un coin aussi spécial parce que c'est un village colonial où les voitures sont interdites. Et c'est une vie très très intéressante. C'est une vie de ferme, une vie euh, euh, et c'est une vie de ferme tout près de la mer. Alors c'est une petite, c'est rare ça au Brésil. Et c'est là-bas que j'ai appris à connaître le petit secret de construction, de navigation de ces pêcheurs. Et ça m'a toujours beaucoup passionné. Oui, Paraty, c'est très beau. Bon, alors, comment ça s'est passé dans ta tête? Comment tu as eu cette idée de préparer ce voyage extraordinaire? Mais bon, je ne trouve pas extraordinaire le voyage à travers l'Atlantique à la rame. Ouais. J'ai eu beaucoup de contacts à Paraty. Dans cette ferme, il y a une baie très protégée qui s'appelle Jurumirim. Jurumirim, ça veut dire petite bouche dans les langages des Indiens. Et c'est un coin où je travaille, et c'est un coin très très beau et très caché. C'est un coin vraiment très pacifique là-bas. Et il y avait beaucoup de bateaux qui venaient vers l'Antarctique, qui sortaient là-bas, des voiliers. Alors j'ai toujours eu cet intérêt par qui sont ces voiliers qui arrivent de l'Europe et qui partent toujours très loin. Mais je ne savais jamais comment commencer un jour en voyage ou même à faire un bateau. Et en 1980, j'ai eu contact avec une tentative de traverser l'Atlantique Nord à la rame. Et j'ai pas du tout aimé l'idée parce que j'ai trouvé un manque de respect contre la mer. Et cette tentative, elle n'a pas réussi. Et je sais pas pourquoi, mais enfin, c'était en cherchant le défaut et que je me suis tombé amoureux de cette idée de faire un voyage. Parce que j'ai découvert que le plus grand secret pour faire un voyage, pour traverser un océan, c'était pas avoir le courage pour le faire, c'était avoir la sensibilité pour comprendre la mer, pour savoir choisir la bonne saison et connaître les mouvements de la mer, la météorologie, et des choses comme ça qui sont accessibles à n'importe quelqu'un, à tout le monde. Et c'est pour ça que je me suis tombé de cette idée. Et pour moi, c'est pas du tout une chose, je suis sûr, c'est pas du tout une chose fantastique, mais c'est très passionnant parce que on est exigé, on est demandé dans tous les domaines, euh, dans, tout, dans tous les domaines. Il faut être un médecin, il faut être un navigateur, il faut être le patron, il faut être l'ami, comme c'est comme ça. Alors je pense que tu as, bon, disons l'idée t'est restée dans la tête pour réaliser ce projet,
comment tu as préparé ton voyage? Je crois que tu as construit aussi toi-même la barque qui allait te transporter entre l'Afrique et le Brésil. Comment ça s'est préparé? Comment tu as tout préparé, disons? Bon, d'abord, je me suis commencé à intéresser par l'idée parce que j'ai remarqué que le secret pour un voyage comme celui-là, c'était aussi connaître très très bien les courants. On navigue jamais dans un bateau comme ça contre le courant. Et les études des courants dans l'Atlantique Sud n'étaient pas très détaillées. Et j'ai décidé de dessiner, de tracer une route. Et ça m'a pris presque toute une année. Je parlais beaucoup avec d'autres navigateurs, des gens qui connaissaient bien les, les, les courants et les routes, les bonnes routes, les mauvaises routes, les bonnes routes pour un bateau à moteur ou à voile, les routes de dérive. Et c'est comme ça. Et après, j'ai commencé à étudier les bateaux. Pourquoi il y avait tellement d'autres voyages qui ont terminé en catastrophe? Parce que dans la plupart des cas, c'était des gens trop courageux qui n'étaient pas du tout préparés, qui n'étaient pas du tout intimes à la mer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner dans ma tête un petit bateau idéal, dont la plus grande caractéristique serait de ne pas être grand ou trop lourd, résistant, mais d'être très efficace. Un bateau très léger et étanche. Je pense que si on n'a pas un tout petit coin pour dormir en paix, dans un coin au sec, on ne peut pas rester 3 à 4 mois dans la mer. C'est comme ça que l'idée s'est commencée. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont aidé et finalement c'est né en bateau que je trouve presque parfait. Et je le compare à une lampe, je l'appelle toujours ma lampe flottante parce que c'est le même principe. C'est très fragile comme bateau, mais c'est très efficace dans une tempête parce que il ne coule jamais. Ça flotte et c'est ça ce que pour moi c'était très important toujours de flotter parce que si je flottais toujours j'arriverais au Brésil. Alors, quels étaient les matériaux que tu as utilisés pour la fabrication de ton bateau? Je crois même que tu as utilisé l'énergie solaire, si je ne me trompe pas. Oui, finalement, le projet s'est agrandi et le bateau il a été construit en bois moulé. C'est une technique très connue aujourd'hui. Ça fait de bateaux très légers, très solides en même temps. Mais c'était du bois moulé avec une couche de Kevlar. Et il avait un système d'énergie très efficace. J'avais 2 panneaux solaires pour accumuler de l'électricité dans des batteries pour pouvoir avoir un poste radio. Et avec ce poste, j'avais un contact hebdomadaire avec toutes les stations de radio amateurs dans le monde. Ça a très très bien marché. Et ça s'est devenu finalement un projet très intéressant parce que il avait beaucoup de problèmes de poids et surtout il avait un problème de supprimant de vivres, de la nourriture. Oui, c'est parce qu'on imaginait que j'allais rester plus de 4 mois dans la mer. Et on a préparé un projet très très complet. Aujourd'hui, ce projet il est très connu au Brésil. C'est le même projet qu'ils utilisent dans toutes les écoles publiques. Et ça a très bien marché. C'était une petite compagnie qui s'est intéressée par l'idée d'étudier un programme alimentaire complet. Et ça a fantastiquement très bien marché. Alors, quels étaient, disons, comment a fonctionné, disons, le système de la nourriture? Je crois que c'était déshydraté pour la plus grosse partie. Quels étaient les aliments forts qu'on t'a donné, disons, à manger, à te nourrir sur ton bateau? C'était un projet basé sur des aliments déshydratés surtout, mais c'était divisé par jour. J'avais 150 petits paquets. Chaque paquet c'était 5 repas pour un jour. Et mon seul problème, ça serait de suivre l'ordre de consommation.
Ça veut dire que je devrais consommer le 20e jour le paquet numéro 20, le 30e jour le paquet numéro 30, comme ça. Mais c'était pas discipline militaire, disons, parce que si un jour je voulais pas manger, il me suffirait de jeter par terre, par-dessus bord, ce paquet, ou de le garder et de le mettre à la fin. Et ça a très bien marché. Ce qui est intéressant, c'est que toute la nourriture était cuite avec l'eau de mer. Et ça nous a posé des grands problèmes au début parce que il devrait être cuit en très peu de temps parce que sinon la concentration de sel serait trop haute. Oui, et finalement ça a très bien marché. Il y avait presque 400 différents types de repas et j'étais pas du tout fatigué à la fin du voyage. C'est très intéressant, mais à la fin du voyage, le voyage a duré 100 jours exactement, 100 jours, 6 heures et 20 minutes. Et à la fin, j'étais tellement satisfait, j'étais tellement bien et que je ne demandais absolument rien le jour où je suis arrivé en Bahia. J'étais dans la meilleure condition possible et surtout j'étais très très content. C'est passionnant tout ça. Alors bon, quand est-ce que tu es parti avec ton bateau et tes 150 petits paquets en Afrique et comment a commencé le voyage? D'où est-ce que tu es parti? Et raconte-nous un peu cette aventure dans cet océan. Bon, comme tous les projets dans la vie, le départ de mon projet, c'était très dur. Je pense que ce que doit nous faire peur, c'est pas de ne pas réussir dans nos projets, mais c'est de ne pas les commencer. C'est pour ça que le jour où je commençais mon voyage, j'étais complètement blanc de peur, j'étais énervé et tout ça, mais j'étais très content en même temps parce que finalement, je commençais mon projet. À ce temps-là, j'avais plus de 2 ans de préparation et j'étais très anxieux et tout ça. Et dommagement, ça s'est très mal passé au début parce que la région d'où je suis parti, c'est un petit port en Namibie qui s'appelle Luderitz. C'est un coin aussi très très spécial, un tout petit village colonial aussi. Et la mer est très très mauvaise dans ces régions-là. Il y a des vagues énormes, et des vents très violents. La moyenne du vent est disons 30-35 nœuds toute l'année. Ce sont des vents très violents, mais c'est le seul coin en Afrique où les vents et le courant s'éloignent de la côte. Et ça, c'était très important pour moi. Et le premier jour, finalement, j'ai eu de milliers de problèmes de papier parce que la Namibie est administrée par l'Afrique du Sud et on n'a pas de bon rapport avec l'Afrique du Sud et j'avais de milliers de problèmes. Le bateau était pendant un mois arrêté là-bas et je ne pouvais pas le toucher. Et c'était seulement ce jour-là, c'était un dimanche, le 10 juin 1984, pardon. Et c'est seulement ce jour-là que j'ai eu l'autorisation finalement pour partir. Et dans cette tension, j'avais oublié un ciré rouge que j'avais avec moi, un ciré pour le mauvais temps, dans un voilier qui devrait m'accompagner pendant une demi-heure pour être sûr que je n'allais pas retourner parce que c'est la côte de la Namibie. Et ce coin-là dans la Namibie, c'est la Skeleton Coast, la côte je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, des squelettes. Oui. Et c'est une région où on exploite le diamant. L'accès c'est complètement interdit par bateau, avion, par terre. Et mon ciré rouge était sur le voilier et ils ont découvert que le ciré était avec eux quand on venait de se dire au revoir. Et on venait de doubler la pointe là, de Diaz Point. Et cette année, ils sont en train de commémorer le 500 ans de la passage de Bartholomew Diaz. Et c'était juste devant la pointe où il y a la croix que Bartholomew Diaz a mis là-bas. Et ils ont essayé de me passer le ciré, ils m'ont jeté en câble.
et ils m'ont tiré un peu trop fort et j'ai descendu une vague sans le vouloir et mon bateau il est venu se choquer contre le voilier et j'ai ouvert un trou gros comme ça dans sa coque et ils ont commencé à faire de l'eau, beaucoup d'eau. Et après ils ont essayé de me passer le ciré, une deuxième tentative. Et cette fois-là, il venait contre le vent avec toutes les voiles pour que le trou se place hors de l'eau. Et ils ne m'ont pas vu parce qu'il y avait trop de vent à ce moment-là. C'était le matin. Et la deuxième fois, ils n'ont pas réussi à me passer le ciré. La troisième fois, ils m'ont jeté le ciré avec un poids. Et cette fois-là, ils étaient avec le vent. Et quand j'ai attrapé le ciré, je commençais à enlever le câble. C'était un câble, ce poids. Et j'ai remarqué que le câble était attaché au voilier. Et tout d'un coup, le ciré m'a été arraché de mes mains. Et j'ai perdu une rame. Et eux, ils ont perdu. C'était pas un câble, c'était l'écoute de grande voile. Ils ont perdu la grande voile. Et ils avaient déjà un trou dans la coque. Ça veut dire que c'était en vrai... Oui, le début. Et grâce à Dieu, je ne les ai jamais vus. Et quand j'ai finalement rattrapé ma rame qui était dans l'eau, j'ai découvert que j'étais à 7000 km du Brésil, dans le premier 30 minutes de voyage, et j'avais déjà les deux mains couvertes d'ampoules. À ce moment-là, c'était un peu dur, mais en même temps, j'étais content parce que je pouvais finalement commencer le voyage. Et après ça, c'est bien marché. Dans les premiers 40 jours, j'avais beaucoup de vent et 3 fois j'ai chaviré. Mais le petit bateau, la lampe, elle a très très bien marché. Et dès la troisième semaine, j'avais déjà des compagnons, des amis qui me suivaient tout le temps. C'était les Dorades Coryphènes. Et j'ai fait beaucoup d'amis parmi eux. Un de ces amis, un de ces Dorades, je pouvais le reconnaître parce qu'il avait des taches noires. Je pense qu'il a été mordu par quelqu'un et il m'a accompagné jusqu'à la fin du voyage. À la fin du voyage, j'avais plus de 50 dorades qui m'accompagnaient, dont je pouvais identifier 4 ou 100 qui étaient des dorades qui venaient de la côte de l'Afrique. Ça, c'était très, très sympathique, très amusant. Et comment s'est déroulé les premiers jours, disons, sur le point de vue nutrition, etc. Est-ce que ça a très bien marché? Et puis, quelles étaient tes aventures? Parce que je crois que tu as eu des aventures avec des requins, et même avec l'œil d'une baleine, si je ne me trompe pas. Ce qui est plus intéressant, c'est que dans un bateau à rame, on est en contact très intime avec la mer. Si c'était sur un voilier, par exemple, j'aurais jamais la compagnie de dorades ou même des baleines. Et j'ai eu beaucoup de contacts avec des baleines, avec les dorades, avec des tortues. Et j'ai eu beaucoup d'amis. Et en même temps, j'ai eu une visite qui n'était pas aussi amicale, c'était le requin. Mais c'était très intéressant parce que quand on est dans un coin tellement isolé, on apprend, on respecte par toute forme de vie tellement élevée qu'on apprend à même reconnaître dans un requin un compagnon de voyage. Et dans les 3 à 4 premières semaines, il venait quelquefois, toujours très tôt dans le matin, se frotter contre la coque. C'était très désagréable, mais je me suis habitué à ça. Et ça ne me gênait plus. Mais au milieu du voyage, tout d'un coup, ils ont changé d'habitude. Et ils ont commencé à taper violemment contre la coque. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils avaient subitement changé d'attitude. Et un jour, j'ai eu le courage de mettre la tête dans l'eau. Je n'aimais pas du tout plonger, mais j'ai mis mon masque de plongée. J'ai remarqué que en se frottant contre la coque, ils avaient enlevé la penture. L'antifouling, c'est une penture qui empêche que les algues se crochent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait de lait, c'était de petits crustacés, oui, de mollusques qui s'attachaient à la coque. Et ils formaient de petits groupes de mollusques. Quand ils étaient déjà assez grands, d'abord ils freinaient beaucoup l'avance du bateau.
Et ils attiraient beaucoup le requin qui tapait exactement contre ce mollusque pour le faire sortir dans le courant et comme ça attirer le dorade, parce que les dorades avaient beaucoup de peur de requins. Et c'était la façon de pêcher de requins. Alors quand j'ai compris ça, je me suis aperçu que pour me livrer de requins, je devrais nettoyer le fond. Mais en même temps, je ne pouvais pas enlever la penture. Alors ça m'a coûté presque une semaine d'invention jusqu'à ce que j'arrivais à c'était très simple, c'était en couvercle, non, de Tupperware, de bonne boîte plastique de conserve Tupperware, dont j'ai accroché une lame de gilette, comment dire, de rasoir, et ça laissait en demi-millimètre de hauteur. Et avec ça, cet instrument domestique, j'arrivais à enlever toutes les mollusques sans enlever la penture. Mais pour faire ça, je devais plonger. Pour plonger, je devais toujours attendre la présence de dorades. Quand il y avait beaucoup de dorades, il n'avait pas de problème de requin. Et dès qu'il s'éloignait un peu, je savais que c'était mieux de rentrer parce que... C'est passionnant, mais je crois que tu as eu une aventure avec une baleine aussi, et aussi tu es rentré avec des petites baleines. Je crois que c'est une expérience intéressante à raconter. Oui, il y a eu, tous les jours ont été des jours complètement différents de l'autre. Et je pense que cette période de 100 jours, c'est une période très intéressante parce qu'on ne peut pas s'approvisionner de force pour supporter jusqu'à la fin. Il faut découvrir l'équilibre. C'était ça ce qui se passait. Avec le temps, chaque semaine de plus, j'étais plus à l'aise avec le bateau, avec ma nouvelle vie, et ça me faisait chaque fois plus content, plus gai, C'était très intéressant. Et à la fin du voyage, j'étais, disons, très intime de mes amis, là, les tortues, les dorades. Et j'avais déjà eu beaucoup à ce temps-là de contact avec des baleines, mais un jour, j'ai remarqué qu'il y avait des dauphins très étranges qui n'avaient pas de bec. Et c'était un jour de vagues très hautes, ce jour-là. Le temps était très beau, mais les vagues étaient très très hautes. Pour la force du vent, c'était un vent normal, force 5. Et j'ai remarqué que c'était pas des dauphins, c'était de petits baleines, c'était des bébés baleines. Et ça, c'était vraiment impressionnant de voir 6 ou 7 bébés baleines comme ça, qui jouaient autour du bateau, et je pouvais pas comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient là tout seul. Et j'ai décidé de chercher mon appareil pour faire une photo, et quand je me suis mis debout sur le bateau, c'était très difficile parce que le bateau bougeait beaucoup. J'ai remarqué que tout d'un coup, j'ai vu qu'autour du bateau, il y avait un cercle géant de, disons, 17 ou 18 baleines. C'était peut-être le maire qui faisait un cercle, qui nous encerclait, et elle nageait en tour, et elle maintenait toujours les petits bébés au centre de ce cercle. Et j'étais avec eux. Et comme ça, on a passé 40-45 minutes et je pouvais même pas parler parce que c'était trop beau et c'était trop impressionnant en même temps. Il n'y a pas eu de problème. Quelquefois, bon, ce jour-là, j'ai dû sortir de ce cercle et j'avais peur, mais en même temps, j'étais complètement, oui, c'était trop beau, c'était quelque chose d'indescriptible. Et j'ai dû traverser le cercle. Il y avait une baleine qui donnait du lait à son bébé, j'avais jamais vu ça avant. Et je l'ai touchée avec la rame et elle n'a pas bougé, c'était impressionnant. Mais quelquefois, elles étaient moins délicates, elles sont trop amicales, les baleines, et quelquefois ça posait de petits problèmes. Elles venaient jouer avec le bateau. C'était pas très dangereux parce que ce sont des mouvements très doux, mais c'est
c'est quand même c'est difficile de parler à ce moment. Est-ce que tu as eu des problèmes de tempête? Est-ce qu'il y avait des difficultés, disons, de t'en sortir avec les rames s'il y avait des tempêtes? La première semaine, c'était très très dur. Et les plus grosses tempêtes que j'ai frôlées, c'était dans la première moitié du voyage. C'était exactement ce que m'avaient dit tous les commandants de bateaux qui naviguent par ces côtes-là, et même le pilot Charles. C'est une zone de courants forts et des grosses tempêtes. Il y a beaucoup de dépressions qui traversent cette région. Mais le travail avec les avions, c'est difficile à vraiment. Au début, c'était un peu dur, mais une semaine après, je me suis habitué à travailler. Mais c'était bizarre parce qu'après la première grande tempête, j'ai eu presque une semaine de très, très bon temps. Et j'étais très content parce que la tempête, c'était fini, cette tempête-là. Mais j'étais pas très bien, j'étais très malhumoré, mauvaise humeur. J'étais dans la plus complète, la plus pleine liberté qu'un être humain peut se trouver. Et si je voulais ramer, je pouvais. Si je voulais pas, je pouvais dormir. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Et manger quand je voulais. Mais j'étais pas bien. Et j'ai découvert qu'il me manquait une toute petite chose. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas du tout. Hein, mais il me manquait j'avais pas le temps pour rien faire. Parce que j'ai terminé ma journée avec la sensation de n'avoir rien fait. Et j'ai découvert qu'il me manquait une petite routine de travail. C'est bizarre comment on est dépendant d'une routine de travail. Et par plaisanterie, j'ai décidé de proclamer une république indépendante dans l'Atlantique Sud et d'implanter un horaire de travail de 8 heures par jour, avec seulement un extra de 2 heures extra par jour, pas plus que ça. Et c'est impressionnant comme ma vie s'est changée après ça. Parce qu'une fois que j'étais près de terminer ma journée de travail, je devenais beaucoup plus fort pour ramer plus vite, pour faire le temps passer plus vite. Et une fois que je terminais mon travail, j'étais très content. Je sautais dans l'air, je plaisantais, je parlais beaucoup. Et j'ai découvert que j'avais le temps pour faire tout ce que je voulais. C'est bizarre d'être au milieu de l'Atlantique et d'avoir le temps pour rien faire. Mais c'est seulement après ça que j'ai trouvé le temps. J'ai découvert le temps. C'est très, très amusant ça. C'est difficile de raconter comme ça, mais quand on touche ça, parce que je pense qu'en réalité, l'être humain, il a des routines qui sont nécessaires. Par exemple, les horaires de sommeil, les horaires de repas, des choses comme ça. Et moi, j'avais quitté à ce temps-là ma routine, disons, biologique. Et ça me faisait du mal. Et après ça, la vie, elle est devenue très amusante. J'ai eu beaucoup de grosses tempêtes après ça et tout se passait très bien. Et la nutrition, ça allait aussi assez bien, je crois. Mais je crois que tu avais aussi des problèmes avec les grands cargos qui traversaient, parce qu'un petit bateau comme tu avais, ça ne doit pas se voir beaucoup sur un océan pareil. C'était la seule chose qui coupait ma tranquillité, c'était les cargos. C'était la seule chose avec laquelle je ne pouvais pas lutter. Avec les tempêtes, je pouvais, avec les hurricanes, je pouvais, avec mes humeurs, avec la nourriture, tout ça. Mais avec le cargo, c'était difficile. Donc, je n'avais pas beaucoup de choses que je pouvais faire. Et par hasard, le cargo qui m'a ramené en Afrique du Sud, il a attrapé un voilier pendant le voyage et il ne savait pas quand ni comment, parce qu'ils ont seulement découvert ça quand ils étaient au sec en Afrique du Sud. Au port, ils ont découvert de restes de mâture, de voile dans l'ancre devant. Ça voulait dire qu'ils avaient naufragé quelqu'un et ils ne savaient pas quand ni comment.
Et ça m'inquiétait quelquefois. J'ai fait une étude de route de cargo, mais tous les cargos, j'ai trouvé 3 cargos dans tout le voyage. Et je n'ai parlé qu'avec, au milieu du voyage, avec seulement un de ces cargos. Il ne m'a pas vu. Aucun de ces cargos, ils ne m'ont pas vu. Et je les ai donné ma position et ils n'arrivaient pas à me voir. Disons, 1 mille de distance à cause de la hauteur des vagues. C'est toujours un problème, les cargos. Mais disons, toi, tu les as vus, ces cargos, alors tu as vite ramé pour t'échapper de ces gros cargos qui sont quand même géants à côté d'une barque. Par chance, les cargos que j'ai vus, quand je les ai vus, ils s'éloignaient déjà. Ça veut dire qu'ils pouvaient avoir me passer dessus, mais j'essayais de faire une veille plus constante quand j'étais près de les routes États-Unis, Afrique du Sud, ou la route Recife, Colombe, Principe, Afrique du Sud, qui sont les routes plus normales. Mais je sais que c'est pas ça marche pas toujours de la même façon. Il change beaucoup de routes selon les conditions de temps, de courant, de cargaison, ça dépend. Le seul problème sérieux du voyage, c'était ça. C'était les machines de l'homme. Est-ce que, disons, tu n'as pas ressenti, parfois c'est les gens qui font de la voile qui le ressentent, est-ce que tu n'as pas remarqué peut-être un certain temps de ton voyage, une certaine solitude? C'est très bizarre ça, mais quand on est seul dans ce bateau, on ne sent jamais de la solitude dans ce sens d'isolement, de tristesse. C'est en vrai isolement physique, mais l'isolement physique, ça n'a rien à voir avec la solitude. La solitude, c'est la manque de communication, la manque d'appui, je pense. Et c'est exactement ça qu'on trouve dans la mer. Parce que quand on sort seul dans un bateau, on sait qu'il y aura toujours des amis qui nous attendent, ou même des ennemis, ou la banque qui nous attend pour payer nos dettes, des choses comme ça. On ne sent jamais la solitude dans ces sens-là. On sent beaucoup cet isolement, mais je pense que ça c'est très utile dans un bateau parce que c'est formidable de pouvoir décider seul. Et le plus grand péril dans un bateau, le plus grand danger, c'est pas de prendre de mauvaises décisions, mais c'est de ne prendre aucune décision. Et ça arrive très souvent quand on est 2, 3, 4 dans un bateau. On ne prend aucune décision et on suit à la dérive. Ça ne marche pas. Mais c'est bizarre parce que je me suis vu seulement quand j'étais à 70 jours. C'était un jour où j'ai décidé de me raser. Et ce jour-là, j'ai remarqué que il y avait plus de 2 mois que je ne parlais pas avec quelqu'un, que je ne voyais quelqu'un. Et c'était très bizarre parce que ça ne me manquait pas. Mais je ne suis pas du tout solitaire. Je pense que tous les navigateurs solitaires, ce ne sont pas des êtres solitaires. C'est une façon de naviguer, c'est tout. Mais c'est, je pense, la plus belle façon, la plus intime. Et bien sûr, quand on arrive dans le voyage des traversées seules, on a beaucoup d'envie de trouver les choses. Alors comment est-ce que tu as réagi psychologiquement quand tu as vu la Terre arriver et tu étais sûr que c'était le Brésil? J'ai trouvé la côte d'une façon très magique parce que tous les traversées dont j'avais lu le récit se terminaient dans des rochers d'une façon très héroïque ou même se terminaient pas, ils étaient accueillis par des bateaux, par des gens, par de la foule, des choses complètement folles comme ça. Et c'était pas ça ce que je voulais. En même temps, je voulais pas faire naufrage dans n'importe quel coin. Je voulais trouver un point exact. Et c'est très difficile, surtout dans une navigation comme la mienne, parce que c'était une navigation très très lente. Ça veut dire que je pouvais influencer très peu ma direction vers une précision pour arriver. Et le jour numéro
1999. J'étais plus avec la couronne du Brésil. Je savais que j'avais encore 2, 3 ou peut-être 4 jours pour voir la côte. Je commençais, il y avait une petite tension dans le bateau parce que c'est toujours un moment très, oui, difficile d'arriver. On peut tout perdre si on n'arrive pas bien. Et j'essayais de dormir, j'arrivais pas à dormir. Et la nuit, j'ai vu de lumière très forte qui rentrait. Je suis sorti. J'ai vu que le vent me poussait vers une plateforme pétrolière. Et j'ai ramé comme un fou pour m'échapper de la plateforme. Et elle venait toujours dans ma direction. Je pensais que j'étais fou. Et 40 minutes après, j'ai remarqué que la plateforme, elle était en train d'être remorquée par un remorqueur avec toutes les lumières. Et quand elle est passée, je ne pouvais plus dormir. J'ai décidé de ramer jusqu'au l'aube, jusqu'au matin. Et le matin, je savais que j'étais encore loin de la côte. Quand je me suis mis debout pour préparer mon petit déjeuner, j'ai vu que je me suis retourné vers l'arrière et j'ai vu le cocotier. J'avais beaucoup marché pendant la nuit. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus laisser les rames lâcher. J'ai décidé d'arriver. Et c'était une arrivée fantastique parce que j'ai touché le récif vers 1 heure. L'après-midi, j'avais trouvé un petit bateau de pêche et ils m'ont demandé si j'avais beaucoup pêché. Et j'ai dit non, je pêche pas. Et ils m'ont dit d'où est-ce que tu viens là? Et j'ai dit bon, je viens d'Afrique. Et les 2 gars, ils ne savaient pas où c'était l'Afrique. Ils m'ont demandé c'est où cette plage? Et je n'ai rien dit. Je demandais où est l'entrée de Recife. Et ils m'ont montré l'entrée et ils ont continué. Et 15 minutes après, j'étais sur le récif. Et une demi-heure après, je cherchais un petit port où il y avait cette petite bateau de pêche qui ne savait pas tout ce qui se passait. Et le dernier moment, quand j'ai laissé tomber l'ancre, je ne voulais plus venir sur la plage. J'ai passé une nuit encore sur le bateau. C'était seulement le jour suivant que j'ai... Oui, je ne voulais pas parce que c'était tellement sympathique le coin, tellement pacifique l'arrivée. C'était un coin vraiment... C'est une plage qui a un joli nom. Le nom, c'est Plage de l'Attente, Praia da Espera. C'est un coin très très beau. Alors bon, tu es très bien arrivé, je crois que tu étais en très bon état aussi alimentaire et tout, parce que j'ai vu des photos, je crois que la nutrition était excellente et puis ça a été très bien étudié, mais je crois que tu prépares maintenant autre chose qui est encore plus passionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est une passion plus vieille, c'est un hivernage en Antarctique, c'est un voyage d'une année et demie qui m'a été inspiré par des navigateurs français, surtout par Jérôme Poncet, dont j'ai vu la préparation là-bas à Paraty. Et j'ai décidé il y a 4 ans de faire un hivernage en solitaire en Antarctique. Et j'ai déjà le bateau qui est prêt, je dois partir décembre prochain. C'est un projet vraiment passionnant, j'ai appris beaucoup de choses dans ces derniers 4 ans. C'est très compliqué comme projet, mais en même temps c'est vraiment passionnant parce que il faut travailler dans beaucoup de différents domaines, avec beaucoup de monde. Et surtout au Brésil, c'est très difficile de résoudre tout le problème technique. Alors, on est toujours en contact avec de nouvelles techniques, en contact avec d'autres navigateurs. Et c'est un projet pour lequel je garde une dédication, une sympathie très grande. Alors, quelle est la fabrication? Parce que c'est tout à fait un autre bateau maintenant. Comment est-ce que le bateau sera? Parce que je pense que tu veux te faire hiberner avec ton bateau dans l'Antarctique. Alors, comment est la forme du bateau? Parce que je crois que ça doit être très solide. Je crois que c'est l'aluminium, si je ne me trompe pas. Oui, tu as raison, c'est un bateau en alu, mais en coque très épaisse. 12 mm de coque, et c'est un bateau qui a été conçu pour la navigation dans les glaces. J'ai eu beaucoup de contacts et j'ai passé
Et il y a 1 an, j'ai passé 3 mois en Antarctique avec un bateau que j'ai maintenant, c'est le Rapa Nui. Et j'ai pu constater dans la pratique que ce que je veux, c'est pas du tout de la folie, c'est parfaitement faisable dès qu'on est bien préparé. C'est un bateau de 15 mètres et qui sera équipé avec 2 ans et demi de provisions de fuel. Et tout ça, et c'est un bateau même confortable. C'est un cotre, en voilier en cotre, 2 voiles d'avant et conçu pour la navigation solitaire aussi. Alors comment sera la nourriture? Bon, avec les recherches qui ont été faites de ton premier voyage, qui a été assez complet, comment sera la nutrition? Parce qu'il fait bien plus froid là en Antarctique. Le projet de nutrition, c'est un projet aussi très très intéressant qui s'est commencé il y a 2 ans déjà. Et j'aurai tous les aliments et tous les suppléments pour 2 ans et demi sans aucun ravitaillement. Et c'est un projet sur lequel travaille maintenant une vingtaine de personnes en temps intégral. La compagnie qui sponsorise ce projet, c'est un sponsor technologique, c'est pas un sponsor en argent. J'ai aujourd'hui, le grand problème des rêves, c'est leur prix. C'est toujours le plus grave problème. Et j'ai beaucoup travaillé pour trouver le sponsor que je voulais. J'ai une vingtaine de compagnies aujourd'hui qui, à part ce sponsor principal, qui sont des compagnies qui donnent de la technologie, qui on fait de recherche ensemble pour construire de batteries, de PC, de systèmes pour la navigation, même de la nourriture. C'est très intéressant de travailler. J'ai une petite compagnie aujourd'hui qui travaille avec la recherche et on fait des projets très intéressants. Ce projet de la nutrition, par exemple, c'est un projet qui aura à la fin 2200 différentes compositions de nourriture. Ça veut dire que ça sera complètement impossible de s'ennuyer avec la nourriture. Alors tu seras où en Antarctique? Parce que l'Antarctique c'est très grand. À quelle place tu seras? Mon plan c'est d'hiverner dans la péninsule antarctique. Et dans la péninsule, j'ai déjà visité 6 différents coins où on peut faire une bonne pacifique hivernation. Mais le coin que je préfère, c'est la baie Marguerite. C'est bien, oui, c'est un coin très beau et c'est bien au sud. Ça veut dire que la glace se forme très vite là-bas et cela signifie qu'on aura moins de problèmes pour l'ancrage du bateau et j'aurai plus de temps libre pour faire de petites promenades, enfin pour passer les vacances d'hiver là-bas. Alors bon, ton bateau en aluminium sera totalement, disons, congelé, comment on peut dire, dans les icebergs. Et quand l'été viendra, eh bien, tu pourras repartir pour retourner au Brésil. Alors nous te souhaitons un très bon voyage. Et puis j'espère que tu auras autant d'amis là-bas en Antarctique, parce qu'il y a beaucoup de phoques et des ours blancs. J'espère qu'ils seront aussi sympathiques que tes dorades que tu as eues dans ton voyage entre l'Afrique et le Brésil. Merci de nous avoir reçus.